droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République. Il est l'un des deux porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, je dois commencer par là. Toutes mes félicitations parce que ce n'était pas évident d'avoir servi dans le gouvernement Classo et d'être reconduit dans le gouvernement de Madame Tomenga Dogbe. Je vous remercie pour vos félicitations, mais je ne sais pas pourquoi ce n'était pas évident. Parce que certains de vos collègues sont restés sur le carreau. Bien évidemment, un gouvernement a un nombre limité, on ne peut pas l'étendre indéfiniment. Et le fait de faire partie d'une équipe ou de ne plus en faire partie n'est pas forcément une sanction. Rappelez-vous, moi-même en 2015, je n'ai pas été reconduit au gouvernement après 2 ans et je suis revenu plus tard. Donc je ne pense pas avoir été sanctionné non plus pendant cette période. Donc il y a des contingences qui font que la formation d'un gouvernement tient compte de certaines orientations, des compétences alliées à ces ambitions-là. Et à partir de ce moment-là, le fait d'y être ou de ne pas y être n'est pas forcément analysé en une sanction ou en une pénalité. Mais vous grandissez un peu en grade parce que vos portefeuilles se sont ajoutés, la formation à la citoyenneté et surtout vous êtes l'une des voix de ce gouvernement. C'est vrai, je mesure la confiance que le chef de l'État a bien voulu me faire là-dessus et puis je mesure également la gravité de la fonction qui est la mienne. Aujourd'hui, vous m'accordez 1 heure consacrée. 1 heure et 30 minutes. Alors, 1 heure pour nous deux et 30 minutes avec nos auditeurs, ça fait 1h30 effectivement, et ça montre véritablement l'importance de cette place que le président de la République a souhaité donner à la prise de parole du gouvernement vis-à-vis de nos compatriotes. Merci monsieur le ministre, si vous permettez, j'ai même un vœu particulier parce que nous sommes en République. La République rime avec le civisme et la citoyenneté. C'est pourquoi ce département est créé dans l'ancien gouvernement. La formation civique était au ministère de la Communication, mais c'est un constat que ce département manquait vraiment de visibilité. Nous espérons maintenant qu'avec vous, à la formation de la citoyenneté, nous sentirons des actions beaucoup plus concrètes. En tout cas, je compte aussi beaucoup sur vous, la presse, parce qu'on aura l'occasion d'en discuter, peut-être pas à l'occasion de cette émission, mais aujourd'hui, la citoyenneté est au cœur de l'action. Madame le Premier ministre l'avait dit déjà dans son discours, nous ne pouvons faire réaliser ces ambitions que si des citoyens, attention, pas seulement des compatriotes, des citoyens véritablement prennent leur rôle dans ces ambitions qui sont exprimées. Merci monsieur le ministre. Eh bien, avant les commentaires, cette petite revue de presse, analysant le programme de politique générale de votre gouvernement, l'éveil de la nation écrit, déclaration de politique générale, l'émergence au cœur de l'ambition de victoire Sidemero Tomenga Dogbe. Togo Matin, pour sa part, écrit à la page 3, Togo Matin qui écrit les valeurs. Est-ce la marque de l'administration Tomenga Dogbe? Se demande ce journal qui écrit que la nouvelle chef du gouvernement prend ses marques en énumérant des valeurs qui doivent désormais guider les fonctionnaires de l'État, en commençant naturellement par elle-même et par vous, ses collaborateurs, les ministres. Mais liberté, en parlant aussi, écrit à la page, nous allons revenir à liberté plus tard. Mais monsieur le ministre, ce gouvernement, à la tête, il y a le chef de l'État, il y a la première ministre et il y a 33 ministres. Eh bien, dans ce contexte de pandémie à coronavirus, une crise sanitaire qui prend même l'allure d'une certaine crise économique, un gouvernement de 33 ministres, n'est-ce pas trop pour notre budget? Je vous remercie d'évoquer le sujet, mais 33 ministres pour notre pays, est-ce que c'est trop pour le budget? Je crois que ce qu'il faut regarder surtout, c'est le fléchage des fonctions. Il n'y a pas de fonction inutile et toutes les fonctions sont techniquement attachées à une compétence. Aujourd'hui, nos compatriotes ont évoqué, et pendant la campagne électorale, le président de la République en a reçu de tous bords, de tout grade et de tout niveau, dans toutes les régions, et ils sont en recherche de choses concrètes. C'est pour ça que quand vous évoquez le mot émergence, c'est bien parce que mais ça c'est un mot savant. C'est bon pour les techniciens, les spécialistes de la matière. Mais ce que nos compatriotes recherchent, ce sont des choses plus modestes, plus pratiques. Avoir une vie décente, des hôpitaux disponibles, des écoles disponibles à haut niveau, un hôpital dans une proximité immédiate, avoir des salaires qui sont régulièrement payés, de l'emploi pour les jeunes.
puis quand vous regroupez tout ça, naturellement, les techniciens l'appellent l'émergence avec des délais. Mais pour nos compatriotes, c'est l'addition de ces petites choses qui font une satisfaction de vie. Et le gouvernement a fait en sorte que nous ayons, pour chaque besoin exprimé réel, une compétence qui ne soit pas surchargée et qui soit véritablement occupée à faire cette tâche et à la réussir. Et je voudrais reprendre la pensée du jour que vous avez émise au départ, en disant ce que le gouvernement cherche, c'est de s'encourager, de ne pas avoir peur d'essayer les choses et d'aller au contact des choses. Et nous ne voulons pas nous effrayer des échecs que nous pourrons avoir, mais nous avons beaucoup d'espérance de faire du succès. Et nous mettons les moyens à la disposition de ce succès. En citation originale, il faut vivre avec le courage d'essayer et non avec la peur de ne pas y arriver. Je vous comprends, monsieur le ministre, mais on a l'impression que certains ministères ont des doublons. Un ministère délégué, est-ce la peine s'il y a un ministre à plein qui a tout le temps et l'énergie de s'occuper de ces dossiers? Mais prenons un exemple simple. Prenons l'exemple de l'éducation. Vous avez un grand ministère qui fait de la cohérence. On a mis l'enseignement primaire, secondaire et l'enseignement technique avec. Avant, nous avions deux ministères séparés. Donc, en termes d'effectifs, vous retrouvez le même nombre, si vous voulez, de ministres. Mais le fait de mettre un ministre délégué dans cette configuration permet de faire un lien entre l'enseignement général qui est fourni et la professionnalisation qui est recherchée. Et donc ça permet une visibilité, c'est une construction plus cohérente de l'ensemble. Mais vous aurez toujours deux ministres. Que vous ayez eu enseignement technique séparé et avec l'enseignement primaire et secondaire séparé, ça fait deux ministres. Et que vous les mettez ensemble, c'est toujours deux ministres. Donc au fond, quand vous prenez la santé par exemple, on a évoqué souvent la santé, on met un ministre délégué chargé de l'accès à la santé universelle pour tous. Parce que précisément, c'est un schéma qui est lié à la proximité, à la qualité de nos infrastructures sanitaires que nous avons déjà beaucoup évoquées dans les débats passés. Et le président avait à cœur de faire que quelqu'un se charge spécialement de satisfaire ce besoin. Donc encore une fois, on aurait pu le sortir en disant protection sociale, le ministère de la protection sociale à part. Mais on a voulu que ça se rentre véritablement dans cette prise en charge de la santé avec tout l'ensemble de la politique sanitaire de notre pays. Et nous sommes en période de Covid-19. Le ministre sera aussi occupé au front de Covid-19 qui devient aujourd'hui permanent dans nos vies, vous l'avez évoqué. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de ces questions qui sont très précises. Et c'est pour ça qu'on a mis un ministre délégué à cela. Justement, l'état d'urgence sanitaire, les chiffres officiels ont été communiqués hier. Le Togo a franchi la barre de 1900 contaminations, 1907 pour être plus précis. Alors vous héritez de cette situation, encore vous que vous y étiez déjà vous-même, un certain nombre de membres du gouvernement. Alors concrètement, comment est-ce que votre gouvernement pense s'y prendre pour nous amener à une maîtrise et à une stabilisation réelle des contaminations? Alors vous savez, la difficulté et peut-être la grande leçon de cette pandémie de coronavirus pour le monde entier et pour nous, c'est l'humilité. Et de nous rendre très vite compte aussi de nos incapacités. Parce que nous ne sommes ni maîtres des temps ni des circonstances. Aujourd'hui, la maladie, nous la découvrons tous avec le monde. Et vous avez vu depuis le début que chaque pays essaye de s'adapter, de prendre les mesures au fur et à mesure que nous avons de nouvelles informations sur la maladie. C'est difficile de vous donner avec certitude aujourd'hui de dire voilà, la meilleure technique pour la maîtriser, c'est celle-là. Sinon, elle serait appliquée partout déjà. Donc, nous, dans notre cadre, nous avons adopté une stratégie qui consistait à ne pas faire un confinement drastique comme d'autres pays l'ont fait, à nous adapter en tenant compte du mode de vie de nos compatriotes, des exigences, des précarités aussi, que nous avons essayé de prendre en compte par le novici, par le fait que des marchés doivent être ouverts, qu'un certain nombre de professions ne peuvent pas être laissées pour compte, quel que soit le niveau. Alors, on dit novici, par exemple, novici n'a jamais voulu être, on n'a jamais vu dans novici, si vous voulez, le mécanisme de payer une allocation chômage. On n'a jamais dit que c'était pour donner une vie puissante à tout le monde. On a dit que c'était un pécule de survie. Parce qu'il y en a qui, pendant cette période, en perdant quasiment 100% de leur activité, mouraient carrément. Et donc, l'idée, c'est de dire, aujourd'hui, nous avons essayé quelque chose qui était innovant dans le monde entier. Beaucoup de pays s'en inspirent. Nous pouvons l'améliorer ensuite. Donc nous essayons comme ça, au fur et à mesure des nouvelles informations que nous avons sur la maladie, les informations qui sont déjà certaines, nous les capitalisons dans nos stratégies. Et vous verrez par exemple que lorsqu'il n'était plus nécessaire de maintenir un couvre-feu sur l'ensemble du territoire, le président de la République a fait lever le couvre-feu tout en restant dans une période d'état d'urgence. Et aujourd'hui, vous avez vu hier par exemple, après une certaine période, quand on a eu une grosse fièvre sur Tchaoudjo ou bien sur Tchamba ou encore sur Sotoboua, nous avons remis le couvercle du couvre-feu de l'état d'urgence. Et puis, au moment où nous estimons
estimons que ce n'est plus véritablement nécessaire, la fièvre a baissé, donc le chiffre commence à s'améliorer, naturellement on lève ces mesures. Donc on va agir au coup par coup de cette manière-là, de sorte à maintenir quand même une vie plus ou moins acceptable pour nos compatriotes. Et je note qu'une étude récente qui a été faite, qui est très sérieuse, marque quand même que plus de 75% de nos compatriotes sont satisfaits des mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant. Nous poursuivrons dans cette ligne-là et nous améliorons les techniques au fur et à mesure des meilleures informations sur la maladie. Mais justement, pour des contaminations, le colonel Djibril l'a dit, en un mois, on a eu autour de 127 contaminations dans le Grand Lomé, avec cette menace qui ne dit pas son nom que Lomé et sa région pourraient être bouclés si jamais les contaminations continuent à monter en flèche. Oui, absolument. Vous savez, nous avons pris la précaution de demander une autorisation au Parlement pour pouvoir rétablir, pour proroger l'état d'urgence, éventuellement prendre des mesures plus drastiques. Mais nous ne les avons pas encore prises. Pourquoi? Parce que jusque-là, les taux de contamination étaient relativement stables. Mais à partir du moment où on commence à grimper en chiffres, que nos compatriotes se relâchent, naturellement, on reviendra sur des mesures contraignantes. Alors, quand on le dit comme ça, ce n'est pas pour menacer quoi que ce soit, c'est pour appeler à la vigilance, en disant si nous voulons garder un mode de vie un peu plus normal au quotidien, nous devons aussi faire attention individuellement à nous-mêmes, dans la mesure que nous prenons. Le respect des mesures barrières pour l'instant, ce n'est pas quelque chose de si compliqué. Un masque, de la distance, éviter les contacts que nous connaissons, se laver régulièrement les mains. Ça, c'est quelque chose qui est une responsabilité individuelle et personnelle. Maintenant, au-delà de ça, naturellement, s'il y avait, on nous disait demain que l'air fait contaminer tout le monde d'un coup, ben peut-être qu'on trouvera un moyen pour filtrer l'air. J'exagère un peu dans mon propos. Mais pour vous dire que ce qui est de ma responsabilité, de votre responsabilité, de la responsabilité de chacun, que nous commencions à le faire, nous stabiliserons cela et nous n'aurons plus besoin de ces mesures exceptionnelles que nous avons appliquées pendant un temps. Merci. La prise en charge des cas positifs a un coût, depuis les tests jusqu'au traitement, à le met un peu partout. Le gouvernement ne communique pas suffisamment là-dessus, mais je devine que ça a un coût. Et si la crise continue, le gouvernement va devoir sortir davantage d'argent, alors que dans le même temps, pour soulager un peu les opérateurs économiques, le gouvernement se prive de quelques rentrées fiscales. Absolument. Aujourd'hui, nous sommes privés de quelques rentrées fiscales. Donc, il y a en termes de recettes, nous avons perdu des recettes parce qu'il faut accompagner naturellement les opérateurs et que les opérateurs même souffrent déjà, ce sont les contributeurs. Mais en même temps, si nous ne faisons pas attention pour être suffisamment civiques, responsables, les factures qui sont payées, c'est-à-dire que nous traitons la maladie aujourd'hui au coût payé par le gouvernement pour tous ceux qui sont malades, à un moment ou à un autre, nous allons prendre cet argent sur les projets de développement. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, il faut que nos compatriotes restent vivants pour bénéficier de ce que nous allons faire. Et si nous sommes en face de ce choix, ça voudrait dire que une part des 3 points que Madame le Premier ministre a évoqués pendant sa présentation risque d'avoir une difficulté parce que la santé sera la priorité. Et donc, faisons en sorte que nous puissions économiser de l'argent pour pouvoir continuer à nous développer et à aménager le panier de la ménagère. Merci. La Covid-19, mais les autres pathologies qui continuent également à nous créer des problèmes. La preuve, le gouvernement qui lance une campagne de distribution de moustiquaires et de vaccination à grande échelle il n'y a pas longtemps. Et c'est dit, monsieur le ministre, qu'un soin particulier doit continuer à être apporté aux dispositifs sanitaires, surtout que ce gouvernement veut aller à l'accès universel de tous les Togolais au sein de santé. Oui, vous savez, on ne peut pas oublier de toujours rappeler ce point, que nos crises passées ont beaucoup nuit aux programmes sociaux dans notre pays, et en particulier à la santé et l'éducation. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup entendu les reproches qui ont été faits par le passé au plateau technique dans nos hôpitaux, à l'état de nos hôpitaux, des centres sanitaires, des centres de santé, des CMS, des dispensaires. Et le président a bien entendu cet appel de nos compatriotes. Et nous avions commencé le précédent mandat en disant mandat social. Malheureusement, nous avons eu les aléas que vous connaissez qui ont plombé un petit peu ce mandat-là. Aujourd'hui, on remet en place ce dispositif en priorité. Quand on dit accès à la santé pour tous, il y a 3 niveaux à prendre en compte. Le premier, c'est faire en sorte que la cartographie des centres de santé, leur position par rapport à nos citoyens ne soit plus distante, qu'il n'y ait plus trop de distance entre un homme et un hôpital, entre une femme et un hôpital. Donc, il faut construire de nouveaux hôpitaux, il faut faire en sorte que ça soit le plus proche possible de nos compatriotes. La deuxième, c'est améliorer le service qui est donné. Franchir le plateau technique, donner des scanners, mettre un nouveau plateau, des salles d'accouchement qui soient équipées
s'occuper convenablement pour pouvoir procéder à cela sans mettre en danger la vie de nos compatriotes. Et les soigner avec qualité, former les médecins qui vont avec. Et puis la troisième dimension, c'est faire en sorte que nos compatriotes n'aient pas à payer ou à payer le moins possible lorsqu'ils accèdent à ces centres de santé. C'est tout le programme qui est lié à l'accès universel à la couverture maladie. C'est-à-dire aujourd'hui, et c'est en rapport aussi avec le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que quand on dit le pouvoir d'achat, soit on augmente votre salaire, mais si vos charges augmentent, vous n'avez pas de pouvoir d'achat. Parce que le pouvoir d'achat, il faut expliquer que c'est la marge qui vous reste entre vos charges et ce que vous gagnez et qui vous permet d'investir sur vos loisirs ou sur des projets à venir, etc. Donc c'est ça votre pouvoir d'acheter, le pouvoir d'achat. Et donc, quand on vous enlève des dépenses, comme des dépenses de santé, qui sont prises en charge par une sécurité sociale ou un mécanisme quelconque, c'est autant d'argent que vous économisez, que vous pouvez utiliser à d'autres dépenses que celles de santé. Et la couverture maladie, c'est faire en sorte que nous puissions tous nous soigner. Il y a l'INAM qui existe aujourd'hui, mais le but c'est de l'étendre à tous les Togolais, de toutes les professions, de toutes les conditions. Qu'on soit pris au plus possible à 100% dans la mesure du possible. Mais on va aller bien évidemment graduellement. L'INAM couvre un certain nombre de pathologies à 80%, d'autres un peu moins. Mais l'idée, c'est d'aller progressivement, que chacun puisse aller devant un centre sans débourser directement de l'argent de sa poche, avec une carte, avec un numéro, et qu'à partir de ce numéro, il soit soigné, pris en charge, la pharmacie, etc., qu'il puisse rentrer chez lui. Parce que derrière, il y a un mécanisme qui a été mis en place pour couvrir ces frais-là. Toujours dans cette atmosphère d'état d'urgence unitaire, nos écoles sont censées ouvrir les portes le 26 octobre prochain. Je ne vous cache pas que les parents, les élèves et les enseignants se posent beaucoup de questions sur l'effectivité de la rentrée. Alors, le gouvernement il travaille sûrement avec le nouveau ministre, le professeur Kokoroko. Oui, le ministre Kokoroko et le ministre Audin, et également le ministre de l'Enseignement supérieur, ils travaillent sérieusement à la reprise de la rentrée le 26 et à date du 26. Le gouvernement a pris conscience il y a une semaine. Le professeur Kokoroko et ses collègues, depuis lundi, ont enchaîné les consultations avec tous les acteurs de l'éducation, les syndicats, les parents d'élèves, les confessionnels, les directions régionales, etc., pour affiner les conditions dans lesquelles la rentrée va se tenir le 26. Alors, ça reste une préoccupation commune, ce n'est pas une inquiétude. Parce que le Bénin a commencé sa rentrée, le Burkina aussi, dans les mêmes conditions à peu près que nous. Il n'y a pas de frayeur à avoir là-dessus. Mais ça reste un sujet très sérieux sur lequel nous devons agir en synergie. C'est pour ça que le ministre des Enseignements et le ministre de l'Enseignement technique se sont mis ensemble pour écouter aujourd'hui tous les acteurs, prendre leurs propositions et de faire en sorte que ça soit un projet ensemble. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui fait sa rentrée, c'est aussi des parents d'élèves qui amènent leurs enfants dans une école et qui vont l'abandonner dans cette école pendant toute une journée aux soins de personnes tierces. Et c'est aussi les parents qui s'occupent de la santé de leurs enfants quand ils rentrent à la maison. Donc pour les parents, je comprends l'inquiétude, mais en même temps, nous devons intégrer que chacun doit avoir sa part de responsabilité. La sensibilisation des enfants, ce n'est pas seulement le fait de l'enseigner à l'école. En même temps qu'il enseigne, il ne peut pas s'occuper forcément de regarder si l'enfant a bien placé sa bavette parce qu'il a une concentration. Si l'enfant est bien éduqué à la maison, qu'il est informé sur la nécessité de veiller à ce que sa bavette ne tombe pas toujours, qu'elle couvre bien son nez, que pendant la récréation, qu'il y a des distances à garder avec les copains, même s'il faut s'amuser quand même, savoir comment le faire, que les parents parlent à leurs enfants, on gagnerait en qualité sur la rentrée à venir. Donc le travail qui est fait aujourd'hui pour permettre cette rentrée, il est bien avancé. Ce matin, pendant que je vous parle, je crois qu'il reçoit les parents d'élèves actuellement. Et la même réflexion se poursuit là-dessus. Naturellement, l'éducation, ses exigences, vous les connaissez. Ce sont des problèmes qui sont récurrents depuis longtemps. Il est en train de prendre langue avec les syndicats également pour que ces questions soient aplanies. En tout cas, qu'on trouve un cadre apaisé dans lequel cette rentrée se fasse et que les problèmes se résolvent les uns après les autres. Non seulement les écoles vont ouvrir leurs portes le 26 octobre prochain, nous l'espérons, mais les Togolais espèrent également que les portes de tous les lieux de culte et centres de prière également soient ouverts. D'aucuns disent qu'en priant ensemble, Dieu nous aidera beaucoup mieux à sortir de la crise. Et à ce niveau-là, on a l'impression que le gouvernement continue à faire la sourde oreille. Non, le gouvernement ne fait pas la sourde oreille, mais le gouvernement a adopté une stratégie progressive. Vous savez, le droit à la liberté de culte, c'est un droit fondamental, c'est un droit de l'homme. Et on ne peut pas le refuser. En revanche, nous avions déjà fermé absolument tous les lieux de culte pendant les grands pics de la maladie. Puis après, nous avons commencé progressivement à les ouvrir. Ça fait 2 fois déjà qu'on a étendu le champ d'ouverture. Vous verrez que les églises dans lesquelles ça se passe aujourd'hui, moi j'ai fait le tour de certaines mosquées, de certaines églises. En tout cas, globalement, le dispositif est assez respecté. Il y a
Vous avez toujours quelques brebis galeuses dans le lot. Mais globalement, le dispositif est bien respecté. Et ça inspire plutôt le gouvernement à dire, voilà, nous pouvons avancer. Le problème du culte chez nous, ce n'est pas toutes les églises les plus institutionnelles, vous m'excusez de dire ça comme ça, parce qu'une église c'est une église, une mosquée c'est une mosquée. Mais vous avez un certain nombre de regroupements de prières qui sont, je ne dirais pas sauvages, mais qui sont presque informels. Le danger d'ouvrir, de dire voilà, tout le monde reprend ses lieux de culte, c'est que vous avez des endroits incontrôlables. Or, ceux qui sont officiels, qui ont pignon sur eux, qui ont une adresse, qui sont connus, qui sont institutionnalisés, vous pouvez faire des patrouilles, vous pouvez vérifier. Alors justement à ce niveau-là, pourquoi vous n'ouvrez pas toutes les églises qui ont déjà pignon sur eux? Non, précisément, c'est la gestion des foules qui amène à cela. Et comme nous sommes en discussion permanente, en dialogue permanent avec les responsables d'église, c'est ensemble avec eux que ça se décide. Le gouvernement ne décide pas unilatéralement de savoir quelle église sera ouverte aujourd'hui ou demain. Il y a entre le ministre de l'administration territoriale, qui est le ministre des cultes, et les responsables, il y a un cadre de dialogue dans lequel ils décident ensemble des étapes suivantes à faire. Je comprends l'empressement d'un certain nombre à voir la totalité des églises ouvertes, parce que bien évidemment ça fait quelques déplacements dans les quartiers, mais je pense que la stratégie progressive est une très bonne démarche, surtout qu'elle est concertée avec les concernés eux-mêmes. Merci Monsieur le ministre, nous allons passer aux mesures que vous envisagez dans le sens du développement socio-économique du pays. Il y a une semaine, on écoutait la Première ministre évoquer des secteurs aussi intéressants que pertinents, par exemple le soutien aux opérateurs économiques, la relance à la consommation, l'aménagement des quartiers périphériques, des logements sociaux, également l'accès universel à la santé, on en a parlé, l'assurance maladie à tous, gratuité du soin aux personnes enceintes, etc. Mais comme l'écrit si bien le Canard indépendant, c'est là un programme alléchant, mais sans chronogramme précis, au point qu'on peut lire que Mme Dominga Doubé n'a fait que décliner des intentions qui ne sont pas accompagnées de données chiffrées ni de délais d'exécution. Monsieur le ministre. Oui, vous savez, l'intitulé de la déclaration s'appelle Déclaration de politique générale, qui est faite à l'Assemblée nationale. C'est un exercice dans lequel on donne au Parlement les lignes sur lesquelles on va pouvoir agir. Alors, ce n'est pas forcément certains exécutés en 2 heures à l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas décliner le chronogramme de 33 ministères en 2 heures, ni les axes principaux, parce qu'en plus, les ministres doivent y travailler. Donc, ce qui va se passer, au fond, une fois que cet exercice a été fait, que nous communiquons à nos compatriotes pour qu'ils puissent suivre avec nous les démarches qui vont être faites, la réalisation, il y a un séminaire gouvernemental qui va être organisé. C'était prévu pour ce week-end, mais probablement qu'on va le décaler vers le début de la semaine prochaine, pour que tous les ministres puissent décliner ces axes dans leur plan d'action ministériel individuel. Madame le Premier ministre a envoyé depuis samedi dernier, donc bientôt une semaine déjà, à tous les ministères, la feuille de route chiffrée qui porte le diagnostic, les ambitions, le cadre macroéconomique du Togo, tous les chiffres qu'il faut. Et donc l'exercice va se faire d'ici, on va se laisser encore disons 10-15 jours à peu près au ministère pour peaufiner ensemble avec leurs collaborateurs leur plan d'action individuel qui va être validé. Et c'est ce plan d'action qui va servir de feuille, de lettre de mission. Et donc, cela mis à votre disposition, hein, soyez rassurés, ce sont des choses dans le cadre de nos relations presse avec vous, ce sont des documents qui seront disponibles. Ce que Madame le Premier ministre essaye de faire maintenant, c'est de faire en sorte que le suivi ne soit pas seulement un suivi technique du secrétariat général du gouvernement ou de la primature de la présidence de la République, mais qu'on ait un suivi citoyen, que nos compatriotes soient au courant et que nous puissions communiquer. Je donne un exemple, mais je sais que vous allez peut-être l'évoquer. Par exemple, je prends l'exemple qu'il y a eu sur le Saint-Périgrin. Oui. Vous savez, dans un cadre de suivi citoyen, peut-être que la réactivité sur l'explication aurait été anticipée avant la critique sur le décalage du délai. C'est ce genre de choses qu'on voudrait corriger pour que nos compatriotes d'abord suivent avec nous au fur et à mesure. Et éventuellement, quand il y a des aléas qui ne dépendent pas de nous, que le chronogramme doit se modifier, que nous ayons le temps de l'échange avec eux et de la communication sur le sujet. De sorte que nous tous, nous allions ensemble, nous découvrons les obstacles, nous les levons ensemble et nous avançons dans cette réalisation. Ce n'est pas un gouvernement qui fait quelque chose uniquement pour des citoyens. C'est un gouvernement qui fait avec des citoyens. Avec des citoyens. Merci, monsieur le ministre. Mais pour revenir sur ces points-là, c'est vrai que vous avez besoin d'un peu de temps de ce séminaire-là pour finir les dossiers. Mais monsieur le ministre, vous savez que dans ce même pays, sous des premiers ministres,
je ne vais pas nécessairement les citer, mais on a entendu que tel programme sera fait dans tel nombre de mois, dans tel nombre d'années, et cela coûtera à peu près ceci. C'est cela justement qui a manqué à Mme Tomenga Doubé, alors que dans l'opinion populaire, elle est prise pour une technocrate. On peut s'étonner qu'elle, technocrate, ait manqué de donner des dates et des chiffres à ses intentions. Non, encore une fois, je reviens dans le cas dans la déclaration de politique générale. Aucun Premier ministre jusqu'aujourd'hui à l'Assemblée n'a pu donner des données aussi précises parce que l'exercice parlementaire ne se prête pas à cela. En revanche, une fois que les chronogrammes sont établis, aujourd'hui nous avons des données chiffrées, je peux vous montrer, bon, nous sommes à la radio, les gens ne le voient pas, mais nous avons un document ici, un feuille de route qui comporte des données chiffrées avec des tableaux, etc., qui sont disponibles. Vous pouvez attester à nos auditeurs que le document pour chaque ministère. Non, ça c'est la feuille de route globale. Maintenant, voilà, c'est sur la base de ce document que nos collègues du gouvernement et chacun d'entre nous allons décliner. Le travail a été avancé. Si je prends par exemple le cas de mon ministère aujourd'hui, bien que nous étions déjà au gouvernement avec une lettre de mission qui est en cours d'exécution, nous sommes obligés de la réadapter à la nouvelle donne. Notre REP était calé sur le PND dans ses 3 dimensions. Covid-19 est intervenu, le PND est en relecture. Madame le Premier ministre a donné cette nouvelle feuille de route. Nous sommes obligés de nous ajuster à cela, y compris avec les données chiffrées. Alors ça tombe bien, pourquoi? Parce que le Parlement est actuellement en session budgétaire jusqu'au mois de décembre. Et c'est pour ça que l'exercice est synchronisé. Une fois que le gouvernement aura fini ce travail, nous communiquerons encore là-dessus. Vous aurez les données chiffrées, les délais, les chronogrammes, etc. d'exécution, ministère par ministère. Parce que tous n'évoluent pas au même rythme. Et tous n'évoluent pas de la même manière et la même accélération selon les matières. Vous avez parlé de l'éducation, le professeur Kokoroko c'est déjà parti dans 15 jours, il faut que la rentrée commence. Donc, par rapport à d'autres ministères qui peuvent aller un peu plus loin. Donc, on reviendra sur l'exercice de communication par chronogramme, par coût et par ressources financières qui sont affectées à cela dans le cadre à la fois du budget. Le budget doit en tenir compte, donc obligatoirement nous devons faire l'exercice. Merci. La technique me signale que les auditeurs s'impatientent déjà. Encore un peu de patience. Vous allez entrer en ligne bientôt sur les 2 numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68 pour vous adresser directement au ministre Trimois, porte-parole du gouvernement. Le temps quand même que nous continuons dans nos développements, monsieur le ministre Trimois, si j'ai bien compté, la Première ministre doit avoir cité le mot digitalisation un certain nombre de fois dans sa déclaration de politique générale. Mais la digitalisation des données, des services a été, comme je le disais, maintes fois évoquée. Mais monsieur le ministre, les Togolais veulent savoir, qu'en sera-t-il de la fluidité effective des connexions, le coût également et la sécurité, la confidentialité des correspondances. Vous savez qu'il y a un problème, enfin, des problèmes actuellement à Togocom. Le personnel qui menaçait d'entrer en grève, un sursis a été trouvé dans 15 jours. Et puis la qualité de nos connexions, monsieur le ministre, vous conviendrez que pour que la digitalisation telle que le Premier ministre le souhaite soit effective, il faudra que la connexion existe en parfaite fluidité et à un coût abordable. Vous avez absolument raison. Et c'est un point majeur parce que c'est quasiment le cœur de l'axe 3. C'est important de le souligner. L'axe 3 est intitulé « Moderniser le Togo ». Moderniser le Togo et ses structures. Moderniser le Togo, ça veut dire changer de méthode de travail. Sortir du papier, du contact physique, aller sur le digital qui est aujourd'hui un outil formidable et qui nous permet d'éviter des questions comme la corruption, en tout cas de les réduire, de faire de l'accélération d'accès aux services publics. Un exemple simple, c'est le casier judiciaire. Pourquoi aller jusqu'à Dapon pour avoir un casier judiciaire? Le ministère de la Justice travaille sur le sujet. Ce sont des questions qui aujourd'hui sont d'actualité dans notre pays et dans le monde. Et Madame le Premier ministre, si vous me permettez de citer, je reviendrai au sujet que vous avez évoqué, disait ceci précisément, je cite, « Le digital sera indéniablement au cœur de cette modernisation. Cela ne sera possible que si nous garantissons une couverture réseau Internet fixe et mobile de qualité, fiable, partout et pour tous. » Fin de citation. Ça appelle quoi? Ça appelle l'action du gouvernement sur le numérique. Vous avez vu que le ministère de l'économie numérique a changé de nom pour devenir maintenant ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale. Hein. C'est la transformation, c'est ce que certains appellent dans d'autres pays la transition numérique.
c'est le passage d'un mode de travail à un nouveau mode de travail basé sur les technologies de l'information et de la communication. Et nous ne pouvons le réussir que si le gouvernement fait sa part d'un côté, que tous les autres partenaires font leur part. Et dans les autres partenaires, je mets qui? Je mets toutes les sociétés de télécommunications, les fournisseurs d'accès Internet, les employés, leurs syndicats et toutes les organisations qui interviennent sur ce champ. C'est fondamental, pourquoi? Parce que quand un gouvernement annonce et qu'un premier ministre annonce que son axe 3 est basé sur le digital, chacun doit revoir sa politique intérieure et s'adapter à cela. Ça veut dire que aujourd'hui, toutes les sociétés, je vais relever encore le sujet, toutes les sociétés qui fournissent doivent aujourd'hui revoir leur portefeuille, revoir leur politique commerciale et se dire, mais si j'ai un Internet à haut coût, je plombe la politique de Madame le Premier ministre. Si nous avons un Internet qui se coupe toutes les 4 secondes ou toutes les 4 minutes, nous plombons la politique du digital. On ne peut pas se mettre pendant 3 heures à se connecter pour avoir un certificat, un casier judiciaire, alors que le concours, la date limite, c'est dans les 2 heures qui viennent. Ce que vous dites là, c'est très intéressant. Oui. Sauf que, monsieur le ministre, dans ce pays, on a vu des premiers ministres donner des orientations mieux. Ou pire, le chef de l'État même a donné des indications qu'on n'a pas vues traduites dans les faits. Mais je vous dis encore une fois, sur ces questions naturellement, et c'est pour ça que je le dis, et je le dis, je suis porte-parole du gouvernement, c'est dans ce titre que je le dis encore une fois, que nous interpellons tous ces partenaires pour qu'ils en tirent les conséquences. C'est un axe 3, ce n'est pas un petit point de la politique du gouvernement, c'est l'outil majeur. Nous avons apprécié énormément dans l'expérience du Novici, même s'il est perfectible, si cette expérience est perfectible, le fait que le numérique a porté le Novici. Et que nous disons, c'est quelque chose qui est merveilleux, qui peut être fait et généralisé. Et que si aujourd'hui, les sociétés de téléphonie et les fournisseurs d'accès Internet ne s'attaquent pas dans les investissements, dans l'accès au coût, rappelez-vous, il y a quelques semaines, nos compatriotes ont fait un geste que moi j'ai trouvé très symbolique et en même temps symptomatique. Symbolique parce que les plateformes ont décidé de faire 24 heures sans Internet. De boycotter les produits Et de boycotter pendant 24 heures sans Internet. Ce n'est pas quelque chose qui a pris de l'envergure, c'est pour ça qu'il est symbolique. Mais il est symptomatique parce qu'il est quand même l'expression de malaise. Et que d'une certaine manière aujourd'hui, quand un Premier ministre dit que je vais me baser dessus, chacun de nous doit se régler sur cette direction politique qui a été donnée en disant nous devons nous accorder avec le Premier ministre, avec son gouvernement, pour qu'il y ait de l'Internet partout, accessible à tout le monde à un coût abordable et que cela puisse aider à la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Ça veut dire que derrière, naturellement, le gouvernement va prendre langue avec eux, le ministère de l'économie numérique est toujours en contact avec eux, va s'inscrire dans cette nouvelle orientation donnée par Madame le Premier ministre et naturellement, nous trouverons ensemble avec eux les meilleurs moyens d'assurer cet accès de tous à Internet et à la téléphonie dans un coût acceptable pour tous. J'espère que ce que vous dites là est bien écouté au sein de Togocom. En tout cas, vos compatriotes vous écoutent. Et on attend le gouvernement de Tominga Dogbe au rendez-vous d'ici quelques temps. Oui, ça veut dire aussi que d'une certaine manière, alors je ne veux pas m'ingérer, il n'est pas de l'intention du gouvernement non plus de s'ingérer dans des problèmes et des discussions propres à chaque société. Les relations sociales au sein d'une entreprise, c'est un peu normal qu'il y ait parfois des mésententes, des réconciliations, des solutions qui soient trouvées. Nous souhaitons qu'il y ait le moins de conflits possible dans toutes ces sociétés-là, de sorte à ce que ça n'entrave pas le rythme que nous souhaitons pouvoir donner au travail gouvernemental en nous appuyant sur ces outils importants et qui sont au centre aujourd'hui de l'action du Premier ministre. Merci, monsieur le ministre. Nous passons maintenant à l'agriculture. Madame Tominga Dogbe l'a encore dit, a annoncé des mesures pour l'agriculture, mais concrètement, qu'est-ce qui est envisagé pour relancer la production agricole, mais également la transformation des produits de nos champs et dans ce sens-là, de l'augmentation du revenu des producteurs et rendre l'agriculture réellement attractive pour les jeunes. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est un pilier fondamental de notre économie. Ce qu'on ne peut pas le nier. Ce que nous avons commencé à faire, c'est d'abord faire de la professionnalisation aujourd'hui des jeunes. Donc, mettre des crédits à disposition. Vous avez vu, aujourd'hui, un exercice comme le PNPER, aujourd'hui, veut former des jeunes agripreneurs en leur donnant le goût, en apportant un accompagnement de l'État avec un suivi technique. Mais nous allons étendre cela en renforçant le financement de tous les PME qui interviennent dans le domaine agricole, de sorte à augmenter la production. Et sur la transformation, l'une des options majeures que nous avons faites, mais qui est adossée aussi, vous allez voir, au consommer local, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous ne ferons plus de l'exploitation brute. Nous allons faire une part de transformation ici.
C'est pour ça que nous encourageons à la consommation locale. À la consommation locale dans les mets, dans tout ce que nous voulons qui est agricole. Mais aussi, par exemple, si vous prenez une filière comme le coton, c'est toute l'opération qu'il y a eu de recapitalisation de la nouvelle société cotonnière qui a été prise avec le partenaire Olam, c'était de faire en sorte que nous puissions avoir des financements, des moyens, des intrants nécessaires pour augmenter la production et puis faire de la transformation sur place. En tout cas, au moins une semi-transformation sur place. Et cela rentre dans le cadre des parcs industriels, notamment ceux qui sont les plateformes industrielles qui vont se mettre à déticoper, etc. Et la résurrection de la filière textile que nous avions connue dans notre pays et aujourd'hui sur lequel le ministre a dédié travaille véritablement pour qu'on puisse réouvrir un certain nombre d'entreprises sur la fabrication du textile en transformant sur place. En transformant sur place, ça voudrait dire d'une certaine manière que, nous faisons une économie importante sur les coûts. Et deux, nous enrichissons nos compatriotes. Et trois, nous offrons de l'emploi qui rentre dans l'axe 2 de ce que Madame le Premier ministre a évoqué. Mais aussi, nous permettons ici d'avoir sur place, d'avoir une maîtrise, une meilleure maîtrise de nos produits ici. Même si vous faites une transformation, une semi-transformation avant l'exportation, naturellement, vous travaillez sur place. Et puis, nous créons une filière sur la transformation des engrais phosphatés. Au Togo, nous avons du phosphate naturellement. Nous allons ouvrir une usine dans ce domaine pour pouvoir permettre l'accès aux engrais à moindre coût, puisque à ce moment, ça produit chez nous. Donc, le coût d'importation que nous avions avant sera réduit parce que la transformation sera faite sur place. Et après, c'est l'accès à toutes les zones rurales qui sont productrices, porteurs de l'agriculture. Vous avez vu que le président de la République a mis en place un ministère dédié au désenclavement et aux pistes rurales. 4000 km de pistes seront créées de sorte à pouvoir faciliter l'accès à ces milieux. Mais encore une fois, il n'y a pas de délai pour l'exécution ou bien le tracé de ces 4000 km de pistes rurales. L'ensemble des trois axes développés par Madame le Premier ministre sont sur le quinquennat, c'est sur les 5 ans du mandat du président de la République. Mais encore une fois, à l'intérieur, vous aurez des chronogrammes séquencés avec des périodes plus courtes pour les différentes actions. On aura l'occasion de les présenter parce que, comme porte-parole du gouvernement avec mon collègue dans Akoda, ce que nous ferons, c'est surtout de faire parler nos collègues. De faire en sorte... Vos collègues les ministres? Oui, nos collègues les ministres. Et nous comptons bien évidemment sur vous, journalistes, pour être partenaires dessus. On vous rencontrera d'ailleurs pour voir comment on s'harmonise ensemble sur cette organisation de la prise de parole des ministres. On va essayer déjà la semaine prochaine avec l'éducation nationale qui va intervenir, puisqu'il y a la rentrée qui va venir bientôt. Donc on essaie d'organiser la prise de parole pour que vous ayez l'occasion d'entendre les ministres eux-mêmes vous expliquer techniquement, dans un langage accessible à tout le monde, ce qu'ils sont en train de faire, comment ils vont le faire, dans quel délai ils vont le faire. Donc pour l'agriculture, nous avons ce champ-là. Mais derrière l'agriculture est également portée aujourd'hui, d'une certaine manière, par les collectivités. Il y a un ministère de l'Agriculture, bien évidemment. Il y a le ministère de l'Administration territoriale avec la décentralisation. Et nous avons un ministre aujourd'hui qui est chargé du développement des territoires. Du développement des territoires inclut, c'est vrai, être l'interlocuteur des communes, mais également appuyer tout ce qui est lié au développement des terroirs. L'agriculture fait partie de cela. Merci, mais ce que vous dites là, ça sonne beau, mais je suis fils de paysan, et quand vous parcourez le territoire, vous constatez, monsieur le ministre, que les campagnes se dépeuplent au jour le jour. Tous les jeunes ne rêvent que d'une chose, venir à Lomé, faire du Zémidjan, une grosse perte. On a connu des programmes, le Pniassa, le Pniassan, avec ces différentes branches, mais l'agriculteur togolais ne vit pas toujours de sa roue, de son coucou. Ce qu'on essaie de faire, c'est de relever le niveau de l'agriculture au Togo. Ça a commencé déjà depuis un certain temps, déjà depuis si je prends mes dates, 2010, où on a fait les grandes réformes économiques. Le président de la République a lancé les grandes réformes économiques qui se sont poursuivies sur la période 2015-2020. Et aujourd'hui, il s'agit d'intensifier cela. D'intensifier cette partie-là, de renforcer, à la fois en rendant attractif le métier agricole. Il ne s'agit pas de voir aujourd'hui l'agriculture sous l'angle de la roue et de la pelle. C'est pour ça que l'accent est mis sur la mécanisation de l'agriculture qui sera renforcée. Nous avons commencé une première expérience, vous avez vu, avec des tracteurs. J'entends des échos à gauche et à droite, bien évidemment, là-dessus. On n'est pas sourd. Nous faisons écho des préoccupations des agriculteurs qui ne se disent pas satisfaits justement des tracteurs. Mais vous voyez bien évidemment que nous sommes au courant, et que nous vous suivons et nous vous entendons aussi. Et donc, bien évidemment, le ministre de l'Agriculture va se rapprocher de ces acteurs-là, va voir comment il faut améliorer les choses, va prendre le diagnostic qui est en cours et va voir comment est-ce qu'on peut relancer. En sachant que le but ici, c'est de faire en sorte que nous passons à un autre mode de travail. Ça fait partie de la modernisation, le chapitre 3 là, dont on parlait, l'axe 3 sur moderniser l'État togolais. C'est aussi les modes de travail dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine
mines et autres. Merci, monsieur le ministre. Nous allons passer.